Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la médiocrité politique ivoirienne et bien sûr esquisser euh, les voies pour en sortir. Alors il faut le savoir, ils sont A, B et C, les champions de la politique ivoirienne, de grands stratèges. Quand ils sont dans l'opposition, ils se revendiquent combattants de la liberté et plaident pour une alternance démocratique. Et quand ils sont au pouvoir, ils ne le quittent que par la force. Oui, au pouvoir, A, B ou C ne fait montre d'aucune bonne foi pour une démocratie ouverte. Avec, par exemple, un accès équitable des opposants à l'audiovisuel public, avec réelle possibilité d'alternance. Non, jamais. Alors, quand A est au pouvoir, B et C constituent un front pour le déboulonner. Sinon, A ne lâchera jamais l'affaire. Et quand B parvient au pouvoir, A et C se réconcilient et forment un rassemblement pour le déboulonner. Sinon, B ne lâchera jamais l'affaire. Et quand finalement C parvient au pouvoir, C se retrouve au pouvoir, A se brouille avec lui et prend la tête d'une coalition d'opposants, pendant que B suscite la lutte insurrectionnelle. Donc, effort conjugué de A et B comme les seules solutions pour déboulonner C. Sinon, C ne lâchera jamais l'affaire. En fait, A, B et C se connaissent trop pour se faire confiance. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui en souffre. Alors, une fois au pouvoir, chacun profite de sa position au sommet de l'État pour tricher. Chacun s'engage dans cette aventure vouée à l'échec de s'approprier le pouvoir d'État ad vitam aeternam. Malheureusement, il se trouve que A, B et C ont réussi chacun à se constituer un bastion, non autour du projet politique, non autour d'une vision politique, non autour du service de l'intérêt général du peuple de Côte d'Ivoire, non, mais plutôt sur des critères essentiellement identitaires. Ça fait maintenant 30 ans que ça dure, on a entendu parler du pouvoir des Akans, il y a eu l'ivoirité, on a entendu parler d'Ivoiriens multiséculaires, on a entendu parler de rébellion du Nord musulman contre le Sud chrétien, on a entendu parler de rattrapage ethnique. Et ce sont des acteurs de premier plan qui manipulent ces concepts dangereux, ce qui plonge régulièrement le pays dans la violence politique, qui a déjà fait entre 10 000 et 15 000 morts. Alors, on peut se dire, mais au fait, n'y a-t-il pas dans ce pays-là d'autres acteurs politiques? Oui, il y a d'autres acteurs qui tentent de se faire une place dans ce panier à crabes de la scène politique ivoirienne. C'est ainsi que sont apparus D, E, F, G, H, I, J, K et autres. Mais ces derniers manquent souvent de crédibilité car ils sont issus de A, B ou C et ne l'ont quitté que quand il a perdu le pouvoir ou quand ils ont perdu leur proximité avec le grand chef de A, B ou C.
Donc, depuis 30 ans que ce jeu malsain dure, 3 décennies pendant lesquelles A, B ou C ont été chacun à son tour soit au pouvoir, soit une partie de l'opposition. Donc, depuis le temps que ça dure, il y aurait de quoi désespérer de notre pauvre Côte d'Ivoire. Mais non, il ne faut pas désespérer. Il y a de l'espérance. La solution viendra d'une élite politique qui redonnera au peuple de Côte d'Ivoire le sens de la cohésion nationale et l'engagera dans un authentique vouloir-vivre collectif. La Côte d'Ivoire a besoin, avant toute autre chose, de paix et de réconciliation. Mais attention, bâtir la paix et la réconciliation, ça n'a rien à voir avec les plaisanteries que furent le Forum de la réconciliation nationale de 2001 ou la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de 2011-2014. La paix et la réconciliation ne se font pas dans le bavardage. La paix et la réconciliation se font à travers les services, à travers les solidarités tissées par le service de l'intérêt général que produit l'État au profit de l'ensemble de la population, sans discrimination. La Côte d'Ivoire ne retrouvera la paix donc à 2 conditions. 1. Lorsque l'État sera réinvesti dans sa mission d'institution dédiée au service de l'intérêt général. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien doit savoir que l'État est là et que l'État travaille pour lui, pour elle, sans avoir besoin d'être de telle ou telle ethnie pour bénéficier des services publics utiles pour la vie quotidienne des gens. Quand un État, même avec des moyens limités, est investi dans sa mission de service public, ça se sent. Les gens le sentent dans leur quotidien. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition pour qu'on ait la paix, mais c'est lorsque l'État sera impartial dans la compétition entre les forces politiques, compétition dont l'enjeu est le titre de commandement. Ça veut dire qu'il faut des élections libres et transparentes. Parce que quand des forces politiques ne peuvent pas parvenir de façon démocratique au pouvoir, ben elles cherchent des voies de travers, notamment des voies, la violence, par exemple. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur le rôle du service de l'intérêt général par l'État, le rôle de ce service-là pour la cohésion et la paix. Alors, je demande qu'on regarde pas longtemps, pas loin, à peu près un siècle en arrière, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, donc il y a un peu plus d'un siècle, le lobby ne connaissait pas le Wobé, ni le Sénoufo, l'ébrier, ni l'abbé le Crou, ni le Bété Labran, ni l'Agni le Guéré, on ne se connaissait pas. Il y a environ un siècle de cela. C'est la colonisation qui a engagé les dizaines d'ethnies que nous étions sur le territoire dans une communauté de destin. Et c'est à travers le service de l'intérêt général fourni par la puissance publique mise en place par le colonisateur. Et c'était quoi ce service de l'intérêt général? C'était bon, la sécurité, il y avait une force publique, c'était l'école, les services de santé. On met en place un système économique, bon, planter le café et le cacao, il y a l'argent dedans, ça va donner de l'argent à la collectivité pour pouvoir faire les infrastructures, les routes, les ponts. Et petit à petit, il y a les indigènes qui vont être, comment dire, impliqués dans cette administration coloniale. Au niveau des services publics, chaque jour, les Ivoiriens vont se rencontrer, vont se croiser et ils vont finalement se rendre compte à un moment donné, ils ont compris que désormais, leur destin était lié.
Ils avaient une communauté de destin dans laquelle le colonisateur les avait engagés. En quelques décennies seulement, nous étions suffisamment soudés pour que puisse être envisagée notre souveraineté en tant que peuple indépendant. Donc il est important de comprendre que quand l'État fonctionne bien, quand la puissance publique fonctionne bien, c'est l'État qui bâtit la nation. Si aujourd'hui on se dit je suis ivoirien, je suis fier d'être ivoirien, mais c'est le colonisateur qui a bâti ce sentiment national à travers le service de l'intérêt général qui a tissé les solidarités entre nous. Depuis des décennies, malheureusement, les détournements de deniers publics, la corruption généralisée, le népotisme ont dégradé l'État ivoirien comme beaucoup d'États africains. Et tous ces États ont accru la pauvreté et détruit la cohésion nationale. On ne se sent plus soudé puisqu'il n'y a plus de solidarité au niveau national. Une grande partie de la population est abandonnée à elle-même. La solidarité au niveau national s'est dégradée et est totalement inexistante même pour une partie de la population. Il y a certaines personnes pour qui, les Ivoiriens pour qui l'État, ça n'existe même pas, ils ne savent même pas qu'est-ce que l'État fait pour eux. Alors, il faut savoir, l'humain est un animal grégaire. L'humain aime être en groupe, l'humain a besoin de solidarité. Et puisque nous avons détruit la solidarité nationale, qui est servie au niveau de l'État, c'est l'État qui est le pourvoyeur de la solidarité nationale, puisque cette solidarité nationale est détruite, ben, nous cherchons tous des solidarités alternatives. On a besoin de solidarité, nous sommes des animaux grégaires. Alors, une majorité d'entre nous se tourne vers des solidarités identitaires, tribales ou religieuses, proposées par A, B ou C. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. En fonction de son groupe ethnique, vous pouvez deviner à 70 voire 80% l'appartenance politique de l'Ivoirien sans vous tromper. Alors, on ne se dit pas la vérité. Les phrases convenues comme « je suis le président de tous les Ivoiriens » ne trompent plus grand monde. Les gens savent que vous n'êtes pas président pour eux. Ils le savent. Nous devons sortir de ce désastre. L'État doit retrouver de la consistance pour offrir de l'espérance au peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble. Notre pays est riche et a de quoi offrir une vie décente à ses enfants. Pourvu qu'une élite digne de ce nom nous sorte de la médiocrité imposée par A, B et C. Nous terminerons en disant que il ne s'agit pas ici d'accabler un tel ou un tel autre. Chacun peut se retrouver à un degré ou à un autre, à un moment ou à un autre, dans A, B ou C. Et même dans D, E, F, G, H, I, J, K et autres. Nous sommes tous collectivement responsables de la situation désespérante du pays. Ne jetons donc la pierre à personne, car aucun d'entre nous n'est parfait. Par contre, chacun doit faire des efforts au lieu de perdre notre temps à accuser l'autre, à accuser les autres. Regardons en arrière, comme je viens de vous le montrer tout à l'heure, pour observer comment notre destinée commune a été forgée. Grâce aux Blancs, en Côte d'Ivoire comme généralement en Afrique noire, nous avons été unis dans des entités politiques plus vastes que nos tribus traditionnelles. En Côte d'Ivoire, il y avait quoi, 60 ethnies, donc ça dit que c'était 60 bouts d'État qui étaient là comme ça, et c'est la colonisation, c'est le colonisateur qui nous a donné une unité territoriale et une unité politique. Il y a à peine un siècle de cela, il n'y a pas longtemps. C'est ça qu'il faut apprendre à connaître son histoire aussi. Et aujourd'hui, nous nous montrons incapables de préserver cette unité parce que nous n'avons pas compris que c'est le service de l'intérêt général qui nous soude, qui nous lie, qui tisse les solidarités, qui fortifie notre vouloir vivre collectif.
Alors, soit dit en passant, souvent j'entends des frères et sœurs accuser les Blancs de racisme. Je dis, mais quand nous sommes incapables de bâtir une solidarité nationale, une authentique solidarité en Côte d'Ivoire, par exemple, entre les Akans, les Krou, les Mandés, les Sénoufo et Voltaïques, si on n'est pas capable, nous, de constituer, de bâtir une fraternité, alors accuser les Blancs de racistes, c'est vraiment, comment dire, voir la paille dans l'œil de l'autre quand on ne voit pas la poutre qu'on a soi-même dans son œil. Bref, nous sommes tous responsables de la médiocrité politique ivoirienne. Aujourd'hui, l'essentiel est d'abord de comprendre que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Pensons aux générations futures, pensons aujourd'hui à notre jeunesse, tous nos enfants, nos jeunes frères qui sont dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. On ne va pas les laisser dans ce désordre-là, dans ce cafouillage-là. Nous devons en sortir. Comprendre qu'il faut que nous en sortions. Chacun d'entre nous doit comprendre qu'on ne peut pas rester dans ça. Il faut sortir de ça. Et ensuite, de s'engager à changer la donne politique en Côte d'Ivoire, à redonner vertu et noblesse à l'engagement politique. La politique, normalement, c'est une activité noble, ce n'est pas une affaire de voyous, la politique. Alors, comment redonner vertu et noblesse à la politique? Nous devons commencer par un État qui retrouve son rôle. L'État est une institution centrale dans le fonctionnement de la société moderne. Si l'État ne fonctionne pas bien, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut que l'État retrouve son rôle à deux niveaux. Premier niveau, l'État soit réinvesti dans son rôle d'institution dédiée au service de l'intérêt général. Et deuxièmement, l'État doit jouer son rôle d'arbitre impartial entre les forces politiques en compétition pour obtenir l'investiture en vue d'agir au nom du peuple de Côte d'Ivoire. En d'autres termes, c'est des élections transparentes, ouvertes à tous. Il faut qu'on y arrive en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.